Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Orné, le podcast signé Fichu. Je suis Adjoa et ici nous donnons la parole à celles et ceux qui habitent le monde avec nuance. Au cours de cette conversation, nous explorerons les identités à la fois racinées et mouvantes, celles que l'on choisit de montrer, de taire ou de transmettre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sikou. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir pour ce premier podcast. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots ? Déjà, merci à toi de l'invitation. Je m'appelle Sikou Niakate, je suis auteur et réalisateur. J'ai été un peu identifié par un documentaire que j'ai fait il y a quelques années, qui s'appelle Dans le noir, les hommes pleurent. Et c'est un documentaire qui parle des masculinités dans les quartiers, même si j'ai l'impression que ce qui est évoqué dans le documentaire est beaucoup plus universel que le quartier. Ensuite, j'ai fait un podcast qui s'appelle Jour noir. Au fond, c'est 24 heures dans la peau d'un homme noir dans l'espace public. Et j'ai écrit un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Dans le noir, je crie, édité chez Stock. Et je pense peut-être qu'on en parlera, Oui, on va en parler. mais j'ai été identifié par ces trois projets-là qui, pour moi, symbolisaient d'une certaine manière une étape. Et là, je bascule dans une autre étape. D'accord, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette nouvelle étape du coup. Moi, pour commencer, j'aimerais bien te faire un petit retour sur ton livre, si tu le veux bien, Avec grand plaisir. que j'ai lu avec vraiment beaucoup d'attention et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a même des passages qui m'ont ému aux larmes, genre vraiment. Mais j'ai aussi ressenti un peu de frustration parce que j'ai eu le sentiment, et tu me diras si c'était peut-être une volonté ou rien à voir ou autre chose, qu'il était trop court. Et ça a été vraiment une frustration. Je l'ai lu vraiment très vite. Je pense que je l'ai lu en une après-midi. Il fait quand même 250 pages. Il est assez facile à lire, j'ai trouvé. Mais je pense que j'aurais aimé que certains passages soient peut-être plus développés. Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part ou est-ce que voilà, l'objectif, c'était peut-être que les lecteurs se projettent d'eux-mêmes en fonction des endroits ou peut-être que tu prépares autre chose ? Voilà, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Waouh, c'est fou parce que c'est tout ça à la fois. Ok. Déjà, quand je discutais avec mon éditrice, Paloma, éditrice incroyable, très vite, j'avais l'envie de faire un livre qui se lise rapidement. D'accord. En fait, j'avais un fantasme, c'était celui du seul en scène, celui de la pièce de théâtre. On est assis dans une salle et on n'a pas le choix, on doit assister du début à la fin. Et je me suis dit, peut-être que si le livre est court, s'il se lit rapidement, d'une certaine manière, on peut le lire d'une traite. D'accord. Donc ça a été une intuition dès le départ. Ensuite, il y avait aussi l'idée de me dire, je vais parler de ma vie. Et donc de ce que ça peut être d'être un homme qui vit dans le quartier, etc. Et je sais que quand on vit dans ces espaces-là, on a un rapport à la lecture qui n'est pas le plus évident. Et je me suis dit, il faut absolument pas que j'écrive un livre qui parle de moi, qui d'une certaine manière parle d'eux, alors que dans sa forme, il est très distant, quoi. Dans sa forme, il est limite un peu élitaire. Je voulais pas ça. Je voulais un livre qui soit très oral. Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur le style, j'ai eu l'impression de t'entendre. Et c'était un peu l'ambition, d'écrire comme je parlais. Même si mon éditrice a dû me rappeler plein de fois que je m'égarais, que je me fourvoyais. Par moments, j'avais envie de formes trop littéraires, j'étais trop long. Elle me disait, répétition, ça tu peux le couper. N'oublie pas. Enfin, tu vois, elle a été d'une certaine manière directive. Oui, elle t'a guidé. Elle m'a guidé parce qu'elle savait ce que je voulais. Et donc, c'était un regard extérieur indispensable. Et puis, le livre, il fait 277 pages en tout, mais il y a plein de pages blanches, etc. Ouais. En réalité, il en fait la moitié. C'est juste que c'est de la mise en page. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, la question a été qu'est-ce que je coupe ? Parce que si je devais être exhaustif, j'aurais fait un livre qui fait 1000 pages, en fait. C'est ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je coupe ? Qu'est-ce que je laisse peut-être pour un prochain projet ? J'y pense. Et surtout, mon éditrice me disait toujours un truc, et elle avait raison, elle me disait, fais attention, tu dois faire confiance au lecteur. Tu peux tout dire, tu peux vouloir tout expliquer. Et en même temps, ce qui fait que le lecteur va être connecté avec toi, c'est le chemin qu'il va faire pour essayer de te comprendre, avec ce qui est dit, mais aussi les mystères. Et donc, c'était l'amalgame de tous ces éléments qui m'a amené à écrire ce livre de cette manière-là, en laissant parfois volontairement des espaces neutres, des trous. Par moments, j'y vais même en frôlant limite la sociologie.
j'essaie d'être le plus nu possible, mais j'ai essayé de faire un livre qui pourrait être lu autant par ceux avec qui j'ai grandi que par une personne qui a l'habitude de lire 3 livres par semaine. D'accord, je C'était un peu comprends. l'ambition. Je comprends, je pense que c'est réussi. Bah, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais enchaîner tout de suite avec ma première question, du coup. Le corps fait vraiment une partie intégrante des différents travaux que tu as pu réaliser. Et tu abordes également la question du cheveu. Et donc, j'aimerais savoir quel est le rapport que tu entretiens, toi, avec tes cheveux. Aujourd'hui, c'est un rapport apaisé. Mais j'ai grandi à une époque où toutes les coupes qu'on peut voir actuellement, c'est-à-dire les locks, etc., n'étaient pas du tout à la mode. Et ce qui était à la mode, c'était le défrisage. Mm, Donc je me souviens, mais très tôt, aller avec mes potes, acheter des boîtes de défrisage, me défriser moi-même, me brûler le cuir chevelu parfois, parce qu'il fallait avoir les cheveux plus lisses. mm, Parce que c'était des curly, ça faisait un peu américain, ça faisait ouais. stylé. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait des expressions à ce moment-là pour décrire nos propres cheveux qui étaient flippantes quand j'y pense. Par exemple, quand on n'était pas défrisé et qu'on avait les cheveux, disons, en fait, les cheveux dans leur Ouais, état ouais. naturel, avec des petites boules, on appelait ça des mams. Mm, Autrement dit, des mamadous. ouais, c'est dur. Avec un regard péjoratif. Oh putain, il a des mams, lui. Enfin, tu vois. Mm, Et donc, ça dit quand même un truc de ce qu'on a intégré de nous-mêmes à ce moment-là, la violence que ça implique, de se voir beau que lorsqu'on est transformé. C'est ça l'implicite. Et donc, j'ai fait plein de défrisages quand j'étais plus jeune, avec toutes les coupes possibles, hein. Défrisage curly, défrisage en plaquant un peu les cheveux là sur le front, je vois avec du très bien. gel béton qui était tout... Vraiment, parce qu'au fond, ma gueule naturelle ne me convenait pas. Mm, Et donc, c'était autant pour me rapprocher de l'afro-américain que me rapprocher d'une forme de cheveux lisses propre aux Européens, en fait. mm, Et donc, petit à petit, j'ai commencé à délaisser finalement le défrisage, à laisser mes cheveux entre guillemets crépus, mais toujours avec une coupe. C'est-à-dire que je ne pouvais pas les laisser seuls comme ça. Il fallait toujours qu'il y ait une crête, quelque chose entre guillemets qui vienne me distancer de la coupe afro classique. D'autant plus que moi j'ai grandi aussi avec l'époque de l'afro, j'écoutais pas mal de soul, etc. J'avais cet imaginaire-là, mais dans mon esprit, c'était que les Afro-Américains qui pouvaient faire ça. C'était pas nous. C'était eux avec leurs cheveux, entre guillemets, un peu mêlés. Euh, dans mon esprit, les Afro-Américains étaient plus beaux en tout, ouais. étaient meilleurs en tout. Euh, et c'est aussi pour ça qu'ils étaient plus valorisés que nous, Noirs de France, par les Français, hein, et par nous-mêmes. Et petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à... Mais aussi parce que, d'une certaine manière, l'évolution culturelle m'a aidé, hein. De plus en plus, il y a eu des artistes, des footballeurs qui ont assumé leurs cheveux sans défrisage, en faisant des coupes parfois ou non. Et de plus en plus, ça m'a permis d'assumer mes cheveux. Aujourd'hui, oui, bah, je dis ça, j'ai une genre de crête un peu étrange, mais j'avais des locks il n'y a pas longtemps. Et là, je le laisse pousser de nouveau. Je ne sais pas pour quelle coupe, mais probablement pour des locks de nouveau. C'est un peu l'ambition. Donc aujourd'hui, c'est vraiment apaisé. Mais pour en revenir au corps, ce qui est certain, c'est que toute ma réflexion part du corps. C'est-à-dire, j'ai vécu dans ce corps d'homme noir en ne l'aimant pas du tout. Mm, Parce que je partais du principe qui ne correspondait pas au cliché. mm, J'étais grand, etc. Pourquoi pas? Mais je me disais, mais merde, quoi. Moi, j'ai grandi aussi avec cet imaginaire sexuel, pornographique, et même culturel entre nous. On se faisait des blagues, etc., qui m'amenaient à penser que, en tant qu'homme noir, je devais avoir un sexe immense. mm, Et que s'il était immense, c'était juste ma norme. C'était pas quelque chose ouais. d'exceptionnel. Et vu que c'était pas du tout ce que je voyais dans mon miroir, c'était pas du tout le regard que j'avais sur mon corps, j'ai grandi avec un désamour de mon corps qui a été hyper puissant. Et c'est ce qui m'a amené en fait à toute cette réflexion sur le corps, du coup sur la masculinité, du coup par extension sur le racisme, sur le féminisme, sur tout un tas de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça a été terrible de vivre avec ce corps-là. Et en même temps, je crois que ça m'a quand même pas mal sauvé. Parce que si j'avais pas eu ce rapport à mon corps, il est certain que j'aurais pas du tout mis les doigts dans la réflexion de tous les travaux qui sont les miens aujourd'hui. Et sans doute que j'aurais été un mec, je sais pas, classique, qui a grandi en quartier et qui essaie de mener sa vie, mais qui ne se pose pas de questions sur lui, sa santé mentale, sur tout un tas de choses. Donc, ça a été d'une certaine manière un mal
pour un bien immense, Mmh. vraiment. Oui, en fait, c'est une envie de comprendre aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans tes œuvres, de comprendre à la fois ce qui se passe dans ton corps, mais aussi finalement dans ta tête, qui amène une réflexion sur pourquoi je n'aime pas ce corps, pourquoi, ou en tout cas, est-ce que je corresponds à une norme particulière, ou en tout cas, ou je n'y corresponds pas, qui a amené toutes ces réflexions. Et je peux comprendre effectivement que s'il n'y avait pas eu finalement toute cette violence, parce que c'est un peu comme ça que je le caractérise aussi, euh, tu serais peut-être sur un chemin différent aujourd'hui. Absolument. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant de la manière dont tu l'évoques. Et tu parles, et ça va emmener d'ailleurs ma question suivante. Tout à l'heure, tu parlais de transformation, et dans ton livre notamment, tu parles de ce que tu appelles être le bon noir. Je vais mettre des grosses guillemets. Et moi, ma question, c'est aussi de savoir, OK, comment tu caractérises ce personnage. Pareil, je vais rajouter les guillemets encore ici, mais qu'est-ce que c'était pour toi, en tout cas à l'époque, d'être le bon noir? Bah, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux manières d'être le bon noir. C'est très polarisé. La première manière d'être le bon noir, c'est d'être le noir qui correspond au cliché. C'est Mm. d'être en jogging, grand, parler un peu fort, etc. D'une certaine manière, on est le bon noir parce que on correspond à la case que les gens Et attendre de nous. exactement. Mm. L'autre manière, c'est en étant totalement éloigné de cette figure-là, voire en étant exactement le contraire. Et c'est justement en s'habillant autrement, en parlant autrement, même en se déplaçant autrement, en étant hyper silencieux, discret, Mm. même si d'une certaine manière, quand on nous demande d'être ce bon noir, c'est dans des espaces où on est la seule personne noire, donc dans tous les cas, on est hyper visible, Mm. mais ça doit être une visibilité silencieuse qui ne fait pas autant de bruit que les autres là qui sont en jogging en bas ou bon. Et c'est d'une certaine manière, ce qui est fou, c'est que moi, je me souviens de toute cette transformation que j'ai mis en place hein, à l'intérieur de moi pour m'éloigner du cliché des quartiers, essayer de changer ma manière de parler, de m'habiller. Ça a été un taf de dingue. Et je me disais, mais peut-être que en incarnant ça, dans ces espaces-là où je suis la seule personne noire, je vais aider à contribuer à ce que les clichés n'existent plus. Et en fait, non. Parce que dans ces espaces-là, on te considère comme un noir exceptionnel. Mm. Et donc, leurs clichés ne sont jamais remis en cause. Ils disent, toi, Sikou, t'es un noir exceptionnel. Tu vois, t'es pas comme les autres. Donc, dans leur esprit, tu confortes même leurs clichés. En se disant, waouh, tu vois, ils ne le disent jamais comme ça, mais c'est toujours le sous-entendu. Un noir peut être comme toi. Mm. Donc, tous les noirs que je croise, là, ils font pas d'efforts. Ils sont pas... C'est ça la norme. Toi, t'es exceptionnel. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'étais un peu pris dans cette prison de vouloir m'éloigner d'une certaine manière de ceux avec qui j'avais grandi, de tous ces clichés-là, pour incarner en fait un noir qui serait plus acceptable dans ces milieux parisiens, bourgeois, etc. Et quand je voyais que j'étais vu comme quelqu'un d'exceptionnel, j'avais une forme de satisfaction, parce que je me disais, putain, mes efforts paient. Et en même temps, j'avais une forme de déchirure en me disant, oh les bâtards, le regard qu'ils ont des autres qui me ressemblent. Je me dis, Ouais. et c'est dingue. Et j'étais en fait titillé, arraché cette contradiction-là, d'être content et en même temps malheureux. Et ça a été quelque chose de très profond, de bouleversant. Ça a même été extrêmement blessant. Euh, je crois que ça continue encore un peu, tu vois. Mm. Même si j'ai pas mal de distance vis-à-vis de ça, mais je vois bien que même encore aujourd'hui, hors de question que je sorte avec un jogging. Ah, waouh. Hors de question. Mm. Euh, Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire finalement? Qu'est-ce qui m'empêche de le Ouais. faire? C'est à quel point la métamorphose que j'ai établie en moi a été puissante. Je vais te donner un exemple. En ce moment, j'essaie de reprendre le sport. Donc, je vais à la salle. Quand je vais à la salle, vraiment, la salle est à 15 mètres de chez moi. Donc, vraiment, je ne connais même pas les vestiaires. J'y vais avec ma serviette, en short, etc. Et par moments, en sortant de la salle, je vais faire des courses directement. Donc, je fais un petit détour. Je vois tellement comment mon rapport à l'espace public change selon que je Mm. sois en pantalon ou en short. Comment les regards changent aussi. Et en fait, je crois que c'est pour esquiver aussi cette violence-là, de me dire, Mm. putain, mais vous n'avez rien compris, quoi.
Je suis Ouais, ça là, ne me définit pas. c'est ça, ça me Mm. définit pas. Et ça veut dire C'est quoi? ça. Enfin, quoi, du coup? Je suis en short, donc je parais un peu plus sportif, donc un peu plus urbain, donc un peu plus potentiellement violent. Tu as peur que je cours, que je sache courir, que je t'arrache ton... Je sais pas ce qui se passe, mais je sens tout de suite que ça change. Mm. Et ouais, c'est pour esquiver ça, parce que j'en suis pas encore à l'étape où je m'en contrefiche à fond. C'est peut-être dû à une sensibilité exacerbée, mais quand je le vois, ça me fait moins mal qu'il y a quelques années, mais quand même, ça m'énerve. Je me dis, Ouais. mais putain, mais vous n'avez rien compris, quoi. Et donc, pour éviter ça, euh, je porte jamais je sais pas, de short ou de pantalon, enfin de jogging, en dehors du fait d'aller à la salle. Jamais. Et même des baskets, depuis peu, j'essaie d'en mettre, j'en mets parfois. Même moi, je suis là dans une étrangeté alors que je suis tellement bien dedans. Enfin, tu vois. C'est c'est un taf qui va prendre encore quelques années, Mm. mais je me suis quand même délesté de pas mal de choses, franchement. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure aussi, tu parlais de colère. Je sais que il y a ce mot qui est sorti de ton vocabulaire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai perçu surtout à la fin de ton livre, où j'ai senti vraiment, où voilà, tu pars sur autre chose. Je vais éviter de spoiler les auditeurs. Je pense que c'est vraiment important qu'ils le lisent. Mais tu parles voilà, de toute cette conscience du patriarcat, de la colère, de la masculinité, etc. Et du coup, j'avais une question concernant la santé mentale notamment, parce que c'est clairement tout, on parlait tout à l'heure du fait que ce soit vraiment le cœur de ton travail. Et c'était, est-ce que tu penses que la santé mentale, en particulier liée à l'homme noir, peut devenir un acte politique? Ça devrait. Mm. Ça devrait, mais on en est encore extrêmement loin. Moi, c'est vrai que c'est fou parce que la conclusion, c'est peut-être la santé mentale. Mais la porte d'entrée de mon travail, de base, c'est essayer de comprendre le monde émotionnel des hommes, pour essayer de comprendre le mien. Et c'est vraiment la porte d'entrée. Au départ, elle était très petite et très égoïste d'une certaine manière. Ce qui m'a emmené à faire le documentaire, c'était à la suite d'une rupture, et c'est pour essayer de comprendre ce qui se passait en moi et en fait en nous. Mm. Et c'était vraiment d'abord émotionnel. À ce moment-là, en fait, même le concept de santé mentale, la formule, je la connaissais pas du tout, quoi. C'était pas du tout l'enjeu. Ça a été presque une conclusion. Mais, euh, mais ça devrait être absolument politique, ou en tout cas quelque chose d'important, parce que le mot politique fait très souvent peur, mais quelque chose de primordial, d'autant plus quand on sait ce qu'on est amené à vivre en tant qu'homme noir. En tant qu'homme aussi. Mm. En tant que noir aussi. Mais en tant qu'homme noir, c'est cette violence sociale, cette violence symbolique, cette violence du corps, ce rapport hyper compliqué vis-à-vis de son pays d'origine, vis-à-vis de ses racines profondes, avec très souvent le silence des parents, le rejet du pays dans lequel on est, toute cette incompréhension. En fait, ça devrait être indispensable Mm. avec tout ce qu'on se traîne, tout ce qui se passe à l'intérieur. Simplement, il y a la grosse masculinité très souvent des quartiers, puisque très souvent quand on est un homme noir, on vient des quartiers, qui empêche tout ça. Et je pense que ça devrait être primordial et en même temps on en est très loin parce que c'est vu comme une faiblesse. Mm. Et je crois que tant que ce sera vu comme une faiblesse, dans cette masculinité qu'on développe, aussi pour nous protéger, on mettra toujours très lointainement la question de la santé mentale de nous parce qu'on se dira mais non, on ne peut pas se permettre ça. C'est Mm. même pas, on n'en a pas besoin. C'est on peut pas se le permettre. On doit, on doit surperformer le corps, on doit être bon sportivement, on doit être bon sexuellement, on doit savoir se battre, on doit être musclé, athlète, on doit surperformer le corps. Et ce qui peut frôler une forme de fragilité, de vulnérabilité, on le met de côté, quoi. C'est impossible. Ou alors on le vit dans l'ombre, caché, sans jamais l'évoquer avec un de nos frères, tout en sachant que potentiellement il vit la même chose, hein. Mm. Mais, euh, mais oui, non, non, le silence et le masque de la virilité et de la masculinité empêchent totalement les hommes noirs de mettre les doigts dans le monde de la santé mentale, alors même qu'au vu de nos existences, de nos vies, c'est primordial. Il y a forcément l'aspect culturel et voilà et de transmission, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui font que
j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais qu'en tout cas, il y a un lien qui ne se fait pas entre ce besoin de communiquer et l'espace où on pourrait le faire. Ouais. Bah, ce besoin de communiquer, il est immense, Mmh. immense, et je le vois même sur le terrain et par les brèches que je peux voir par moment, je me dis waouh, putain, mais derrière, c'est pas une petite flaque d'eau, hein. Ouais, C'est ouais. un océan Mmh. qui est là. Le besoin de communiquer est immense, et en même temps, je me souviens par exemple de pas mal de mecs que j'ai interviewés dans le documentaire qui m'ont dit après, ça m'étonne ça m'étonne de m'être livré autant, et Mmh. j'aurais pas pu le faire devant quelqu'un d'autre. Ah ouais. Donc il y a aussi le degré d'une confiance qui doit être, enfin, ça doit être un mec qui a besoin de parler, préfère s'empêcher de parler, quitte à souffrir le soir, plutôt que de parler et de prendre le Mmh. risque d'être vulnérable. Au fond, c'est ça. D'accord. Et à moins d'être peut-être dans un espace de confiance absolue, où là, tu te dis, OK, je peux être moi, y compris le moi que celui qui est en face de moi n'a jamais vu, Mmh. mais je peux me livrer à cet endroit-là parce que j'ai une confiance absolue, ou peut-être à essayer, hein, en tout cas, je l'expérimente parfois, être dans un contexte où tu te dis, là, je peux me livrer parce que je sais que la personne qui est en face de moi ne fait pas partie de ma vie, on se reverra plus. Ouais. Ça va juste, moi, être une Me forme de soupape, décharger. Mmh. et il y aura aucune répercussion dans mon monde social, dans mon monde amical. Je- Les gens vont pas changer leur regard sur moi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être l'un ou l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est clair, les hommes préfèrent souffrir plutôt que de prendre le risque de s'ouvrir et surtout de tout lâcher. Oh, Parce c'est que à presque partir poétique. Mais c'est vrai, à partir du moment où tu commences à mettre Oui, les je doigts dedans, comprends. Mmh. déjà, tu sais pas vraiment ce qui va sortir, vu tout ce que tu as mis sous le tapis. C'est colossal. Tu sais pas si tu vas pouvoir te retenir. C'est un tsunami qui sort d'un Mmh. coup. Nous qui sommes toujours sur le contrôle émotionnel, etc., d'un coup, peut-être que tu vas commencer à trembler de la voix. Donc, c'est vertigineux. C'est c'est flippant. Et surtout, ce qui terrifie les hommes, c'est le regard qui change. Parce qu'on a l'intuition totalement à côté de la plaque, hein, Mmh. que les gens qui sont autour de nous, que les gens qui nous aiment, et que les gens qui nous respectent, le font aussi parce qu'on paraît fort. Mmh. Et que si on montre cette part de nous, qui pour moi est pleine de force, hein, c'est-à-dire assumer de montrer toutes ces parts, y compris la part la plus intuitive, la plus vulnérable, etc., ça demande énormément de courage, Ouais, je mais c'est suis pas d'accord. perçu de cette manière-là. Donc, pour la conscience masculine classique, montrer cette part de faiblesse, c'est prendre le risque, au fond, de ne plus être aimé. Mmh. Et c'est quelque chose d'insupportable, c'est impossible. Et donc, ça, tu le vois aussi chez énormément d'hommes et de jeunes pères et de pères qui sont dans une violence intime, qui sont dans un désarroi de fou, et qui pourtant sont toujours là, souriants auprès de leurs compagnes, de leurs enfants. Et franchement, ça ne se voit pas. Mmh. C'est impossible de déceler qu'ils sont En dans un souffrance. malaise de ouf. Par contre, quand tu grattes un peu, tu te dis waouh. Et c'est vraiment, je crois que c'est générationnel. Enfin, non, même pas, c'est pas générationnel, parce que je pense que c'est malheureusement, mais je dirais que c'est global. On s'en rend pas compte, c'est vraiment global. Et moi, quand j'essaie de parler avec des hommes, parfois différents, un peu partout sur le territoire, tu vois, c'est un truc que je décèle et je me dis, putain, mais ça, je le vois nulle part. On n'en parle pas. Mmh. On parle jamais de ce que je perçois là. Et c'est, je pense, pour le moment, l'angle mort de tout ce qu'on met sur la table, de tous nos travaux, etc., c'est la méconnaissance profonde de ce que les hommes vivent dans leur intimité. Mmh. Parce que quand tu mets les doigts dedans, tu prends le risque d'être. Tu vois, on peut te dire, non mais arrête, tu vois, c'est gnangnan, c'est pas, tu vois. Et d'un coup, même dans nos sphères, parfois, c'est minimisé. C'est arrête tes conneries, regarde la violence faite aux femmes, etc. Et il faut les regarder, évidemment. Mais tu vois, d'un coup, on fait un focus sur ça. Et on regarde pas la construction intime d'un mec et ce qui peut parfois nourrir ces gestes-là aussi. Mmh. Et je pense que pour le moment, c'est un putain d'angle mort, quoi, vraiment, parce que on aurait pas mal de réponses aussi dans ces endroits-là. Ouais, je Vraiment, suis vraiment. d'accord. Mais tu vois, en plus, la question que j'avais pour poursuivre, c'était autour de la transmission et de l'héritage, et de savoir si, selon toi, tout ce qui était lié, les sujets liés à la santé mentale pouvaient être des choses transmises, qu'on pourrait transmettre dans un futur proche ou lointain.
Je pense que j'ai un début de réponse, mais je veux bien quand même ton avis là-dessus. Je l'espère, mais ça passera par le fait de retourner la symbolique de la santé mentale. C'est-à-dire que je crois que ça ne suffit pas de dire à des hommes, tu sais, t'intéresser à ta santé mentale, c'est pas quelque chose de faible. C'est pas Mm. quelque chose, ça ne suffit pas. Je pense que vu que dans nos constructions, on a été façonné par être attiré par les choses qui sont, entre guillemets, qui font de nous des gens forts, peut-être qu'on doit passer par là, en disant, tu sais, tu prends beaucoup de temps à t'entretenir physiquement, à vouloir être athlétique, etc. Tu vas à la salle et c'est génial parce que ça a des répercussions positives sur la santé. Par contre, tu as un angle mort qui est ta santé mentale. Mm. Et il faut que tu mettes les doigts dedans parce que c'est quelque chose d'indispensable qui fera de toi quelqu'un de plus aligné, de plus structuré, au fond, quelqu'un de plus fort, quoi. Je pense qu'il faut limite prendre Ouais. le langage masculin, c'est-à-dire celui de la capacité, de la force, pour, d'une certaine manière, entreprendre le monde de la santé mentale par ce prisme-là, en Mm. disant intéresse-toi, interroge-toi sur ta santé mentale, ça fera de toi quelqu'un de plus structuré, de plus fort. C'est indispensable. Sinon, tu mets tout sur la santé physique, tu omets totalement ton monde intérieur, et sans que tu le saches, tu es toi-même dans une perdition intime totale. Il faut que tu t'y intéresses. Il faut que tu t'intéresses à ton histoire, à ce que tu ressens, à tout ce que tu te caches peut-être, à ce que tu as mis sous le tapis. Vas-y. Et crois-moi qu'en le faisant, c'est pas du tout, enfin, ça ne fera pas du tout de toi quelqu'un de faible ou de Mm. vulnérable. Ça fera de toi quelqu'un de fort. Donc peut-être que dans un premier temps, c'est par ce prisme-là qu'il faut le présenter. Mm. Et petit à petit, peut-être qu'un jour, on se dira non, juste la santé mentale, c'est pas quelque chose, c'est Oui, ce juste sera quelque un chose de sujet. normal, quoi. Mm. Tu vois, comme la santé physique. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il faut utiliser cette étiquette. Ouais. Et je l'espère. J'espère qu'un jour, tous les garçons du monde pourront parler entre eux ou avec leurs parents de leur santé mentale, de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Putain, ce serait formidable. Mm. Je Ce suis serait... assez d'accord avec ça. Moi, j'aurais tellement adoré grandir avec cette autorisation-là. Parce qu'au fond, même si je fais pas mal de travail autour de cette question, je sens encore qu'il y a des choses qui m'échappent. Euh, alors c'est génial parce que du coup c'est une quête et je découvre pas mal de choses à chaque fois, mais je me dis, c'est aussi du... À chaque fois que je découvre des choses sur moi, j'ai l'impression de gagner du temps. Mm. Et à chaque fois que je gagne du temps, je me dis, mais c'est fou à quel point j'en ai perdu avant. C'est c'est ça au fond, parce que se rencontrer intimement, c'est un rendez-vous indispensable au bout d'un moment. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommes qui le découvrent peut-être à 70 ans, où on voit nos parents ou parfois nos grands-parents commencer à pleurer alors qu'ils sont Mm. vieux, parce que là d'un coup, c'est bon, Ouais. ils déposent le masque. Euh, non, c'est un truc qu'on doit faire maintenant pour gagner du temps, pour gagner de l'espérance de vie en bonne santé, pour être des meilleurs amis, des meilleurs professionnels, des meilleurs partenaires, des meilleurs pères, enfin tu vois. C'est indispensable en fait. C'est comme ça, je pense, qu'on pourrait le présenter. Ouais, je suis assez d'accord. Et tu dis aussi, je sais plus si c'est dans le... Non, je crois que c'est dans ton livre, tu dis que tu utilises l'art comme thérapie. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ou est-ce que tu as pris un petit peu plus de distance? Principalement, j'utilisais l'art comme thérapie. Oui, C'est-à-dire que je pense que 90% de ce que j'écris n'apparaît pas dans mes projets. Vraiment, c'est vraiment de hmm, l'écriture personnelle, etc. d'accord. Donc vraiment l'écriture presque. Après aussi mes projets par lesquels je me suis vraiment mis à poil pour le coup. Ça a été de la catharsis à 100%, à 1000%. Hmm. Euh, Là, j'ai pris la décision il y a quelques temps, et je pense que je vais débuter là, d'aller consulter. Ouais, félicitations. D'aller consulter. J'ai eu des freins. Franchement, j'ai eu pas mal de freins. Euh, je sais pas, le premier, c'était de me dire, mais t'es qui, toi, pour pouvoir avoir une expertise sur ma vie? Indépendamment de tes diplômes, tu vois, il y avait quelque chose de rétif en moi et qui était en fait, pardon, une forme de protection. C'était une narration que je me racontais pour ne pas y aller. Ensuite, il y a eu autre chose qui était la cohérence totale, ou en tout cas la narration parfaite, me faisait un peu peur. L'idée de me dire, Hmm. bah, tu sais, si tu agis comme ça aujourd'hui,
c'est parce qu'il s'est passé ça à ce moment-là de ta vie et ça. Et donc, presque dans une espèce d'équation mathématique, ça plus ça fait que tu agis comme ça. Mmh. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est infiniment plus complexe que ça. Peut-être que ces deux phénomènes, ces deux événements ont un impact, mais je pense qu'il y a aussi tellement de mystères autour de ça, de choses qui nous échappent et qui vont aussi échapper à la personne qui sera en face de toi et auprès de qui tu vas avoir une consultation parce que tu vas pas pouvoir lui dire ce qui t'échappe. Enfin, je me disais que l'aspect mathématique que j'entendais parfois de personnes autour de moi qui consultent, je me disais, mais alors c'est génial. Je pense que ça permet aussi de grandir mieux, droit, Mmh. d'avoir une espèce de cohérence du monde, de son monde intérieur. Et en même temps, ça me paraissait presque robotique. Mmh. Et tu vois, et cette vision-là me faisait un peu peur. Et puis là, dernièrement, je me suis dit, bah, en fait, je vais aller Mmh. consulter aussi, parce qu'on a tous des angles morts. Mmh. Je vais aller voir d'une certaine manière une experte du cerveau, voilà, du cerveau qui a l'habitude, pour essayer de voir aussi certains angles morts que j'ai et que j'ai conscience d'avoir. Il y a des choses que que j'ai envie de comprendre. Voilà. Notamment, pourquoi est-ce que j'ai des débuts de réponse, hein, mais pourquoi est-ce que je m'oublie autant? Mmh. Pourquoi est-ce que je m'oublie autant? Pourquoi est-ce que par moments, j'accepte de subir autant? Hem, j'ai des débuts de réponse, évidemment, le fait de me dire qu'avec ma vie, celle que j'ai eue, qui a été très dense, j'ai l'impression d'avoir le cuir très épais et du coup, je me mets toujours en position de Tu peux subir. supporter. Mmh. Exactement. Il y a peut-être ça, il y a d'autres éléments, mais j'ai envie d'essayer d'aller gratter en profondeur. J'ai l'impression que je pourrais, entre guillemets, «le faire seul». Mais j'ai aussi l'impression que si je le faisais seul, je le ferais peut-être pas de manière aussi complète que s'il y a un vrai ping-pong avec une personne, déjà avec qui je m'entendrais bien, humainement, même dans les silences. Donc évidemment, même le choix de la personne que je vais Ouais. consulter va être primordial. J'ai déjà une piste. Mmh. Mais ouais, non, je vais entamer ça là. Je devais le faire avant l'été. J'ai laissé quelques mois passer, histoire de vraiment être prêt. Mmh. Oui, c'est un Heu, process, hein. Mmh. ouais, être prêt et surtout ne pas être moi-même, ça c'est moi-même dans l'analyse de l'analyse. Ouais. Tu vois? Ça, il faut que voilà, il faut vraiment que je vienne, en toute humilité, en toute disponibilité, me mettre à poil, tout en sachant que je vais peut-être pas du tout être d'accord avec tout ce que l'autre va me dire, mais en tout cas être là et être en fait, ouais, être, Oui, ouvert «allongé», en tout entre cas. guillemets quoi, Mmh. être, le cœur ouvert et pas Ouais. être, dans l'analyse, tu vois? Ça c'est et je sentais que j'aurais pu avoir cette, posture-là, c'est pour ça Ouais. que j'ai un peu ralenti. Je vais donc enchaîner avec, ma dernière question. On a commencé, donc cet entretien avec, voilà, ton rapport aux cheveux et je voulais savoir si tu avais un petit rituel d'ornement quand on se dit que, voilà, certains estiment que leurs cheveux, c'est une couronne, ça peut être, voilà, considéré comme un ornement. Est-ce que c'est ton cas? Ou sinon, est-ce que tu as une espèce de morning routine, un petit rituel, quelque chose que tu fais qui a du sens pour toi? Mmh. Heu, waouh! Ah, il peut y en avoir plusieurs, hein? Non, bah, ce que j'essaie de faire qui est j'essaie d'être en jeûne intermittent. OK. Voilà, j'essaie d'être en jeûne intermittent. En plus, il y en a plusieurs. Moi, j'essaie vraiment de l'être, c'est une version un peu serrée, c'est-à-dire vraiment le 24 heures, tu vois? Ah oui. Parfois, j'essaie même le 22, 2 heures, mais j'essaie ça parce qu'au fond, je sais toutes les répercussions positives et incroyables que ça a pour la Oui. santé, au niveau des hormones, et cetera et j'ai l'intuition au niveau de tout, y Mmh. compris, je sais pas, de la peau, des cheveux, de tout. Donc c'est peut-être un rituel, indirect. Après dans les rituels directs, je le faisais beaucoup plus quand j'avais des locks, mais tu vois, c'était vraiment, j'avais mon spray, d'eau avec tout plein d'huile à Ouais. l'intérieur, un espèce de truc que j'aspergeais tous les jours. Heu, c'est fou parce que quand on a des locks, on est obligé, c'est contre-intuitif, mais on est obligé d'y faire hyper attention. Ouais. Alors que ça a la connotation d'une coupe un peu, Oui, où tu sauvage laisses un peu ton alors que cheveu non. vivre. Et Mmh. donc tous les jours, je regardais mes cheveux, tous les jours, j'en prenais soin. Et sans doute que je vais y retourner quand je vais de nouveau laisser repousser les locks. Mmh. Mais là, pour le moment, mon rituel, c'est le jeûne intermittent. OK. Merci infiniment. Merci à J'ai toi. passé un super moment. Moi aussi. C'était très chouette de t'avoir. Que tu sois mon premier invité me touche vraiment, vraiment beaucoup et j'ai hâte de la suite. J'attends un deuxième bouquin
J'espère qu'il arrivera vite. En tout cas, je te le souhaite et je te souhaite plein, plein de belles choses et merci encore. Ben, merci beaucoup, merci à toi et merci de l'invitation. Franchement, je suis honoré.